Je suis musicien, un peu explorateur et aventurier à mes heures perdues. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Romain Delahaye, alias Molécule, producteur et DJ, est un musicien hors norme. Il fabrique sa musique au contact de la nature et de ses sonorités archaïques. Molécule est un véritable aventurier qui aime se confronter à des expériences et des territoires extraordinaires. Ses albums sont réalisés in situ, sur un chalutier en Atlantique Nord, affrontant les tempêtes, ou sur la vague géante de Nazaré que les surfeurs rêvent d'affronter, mais aussi sur la banquise du Groenland pour y capter la beauté du silence de l'environnement polaire. En pleine tournée et à quelques semaines de son premier Olympia, c'est au téléphone que Molécule raconte pour Melody Makers sa passion pour la musique et pour le son. Il dévoile sa prochaine expédition sonore qui le conduira dans les abysses, le fond des océans. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Bonjour Molécule, pourquoi ce nom ? Molécule, c'est un pseudonyme que j'ai trouvé quand j'ai commencé à faire de la musique au début des années 2000. Je cherchais un nom qui exprime l'universalité, qui soit aussi synonyme de minimalisme, d'essence des choses. Et puis phonétiquement, je cherchais un nom assez doux, assez rond. Et puis c'est assez rigolo parce que quand je regarde en arrière, il y a cette dimension recherche qui est dans le nom molécule, un peu scientifique, physique, laboratoire, et c'est quelque chose qui colle finalement assez bien aussi à toutes les expérimentations sonores que je peux faire ces dernières années. Quel a été ton premier contact avec la musique ? C'est le tourne-disque des parents. Il y a un morceau que j'identifie consciemment, mais c'est sans doute pas le premier contact. C'est le morceau des Beatles, un morceau qui s'appelle Here Comes the Sun. Voilà, j'ai des souvenirs de remettre la tête de lecture au début pour réécouter ce morceau. Donc ça a vraiment été un flash. Après, il y en a eu d'autres. Mais d'un point de vue sonore, c'est ça. Et puis c'est aussi l'écoute. L'écoute quand c'est l'heure d'aller se coucher, d'écouter les grands parler, d'écouter les bruits de la nuit quand on a du mal à s'endormir et qu'on est un peu aux aguets. Donc aussi assez tôt et assez jeune enfant, le développement un peu du sens de l'ouïe. Et plus tard, à l'adolescence, qu'est-ce que tu écoutes ? Nirvana, Pearl Jam. Il y avait la fin des années 80 au sens Guns N' Roses, Metallica, vraiment le rock. Mais toute ma génération, en tout cas moi, j'étais vraiment marqué au fer rouge par les Pink Floyd. La découverte de Meddle, qui était une cassette de mon père, comme ça que j'ai découvert un peu par hasard, qui m'a vachement intrigué. Puis après j'ai creusé et je suis tombé sur Dark Side of the Moon, un concept album début des années 70. Et je crois que c'est vraiment un disque, mon disque chevet, au sens où il coche, il regroupe des aspects majeurs. C'est un concept album. Il y a beaucoup d'enregistrements et d'utilisation de bandes, de soundfield recording, qui sont même édités dans le titre Money. Il y a aussi de l'électronique, il y a de l'harmonie, il y a du voyage. Enfin voilà, c'est un album qui regroupe beaucoup d'influences et qui m'a marqué, que j'écoute encore très régulièrement. Et je crois que c'est le seul album que j'emmène quand je pars dans mes différentes aventures. Et c'est un album vraiment fondateur pour moi. Mais il y a eu aussi un courant majeur qui est le trip-hop, avec Massive Attack, Tricky, oui. Portishead, tous ces groupes. Et évidemment les Daft Punk qui sont arrivés dans 95-96. Il y a aussi la scène techno allemande
Je pense au label Basic Channel et l'artiste Maurizio qui m'ont vraiment marqué. On écoute un extrait de Domina de Maurizio. Et puis en fil de manière latente derrière tout ça, il y a la musique classique. Je pense à un Claude Debussy, et puis la découverte aussi de l'école de Vienne avec Arnold Schoenberg, la dissonance, et puis la musique minimale, Steve Reich. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses. Je finirai par l'ambiante et Brian Eno. Ouais, moi, j'ai des goûts assez éclectiques. J'écoute de tout. J'ai pas parlé du reggae, mais c'est vrai qu'il y a le reggae aussi dans tout ça. La musique jamaïcaine, le dub, Rhythm and Sound, la scène dub française, Hightone, Zenzile, Mad Professor en Angleterre. Et puis voilà, les années 70 sont quand même, c'est un peu le terreau duquel je me revendique quand même, hein, avec les Lee Scratch Perry, King Tubby un peu avant. Et puis tous ces groupes de rock progressif qui sont allés aussi, qui ont utilisé la musique comme un outil pour voyager, pour triper. Et c'est vrai que c'est un peu mon truc. Comment as-tu commencé à faire de la musique ? T'as une formation musicale ou t'es autodidacte ? Oui, alors je suis autodidacte. J'ai pris des cours de saxophone pendant 2 ans, ce qui m'a permis d'apprendre un peu le solfège. Après, je me suis mis à la guitare quand j'étais au collège. Je suis guitariste, au sens où c'est un instrument dont je me sers toujours, que j'emporte assez souvent avec moi, presque tout le temps dans mes aventures. C'est un outil pour l'harmonie, pour la composition qui m'aide beaucoup. Mais je suis un mauvais guitariste. Je pourrais pas être musicien, guitariste pour quelqu'un. Je sais jouer mes choses et je connais parfaitement l'instrument. C'est un instrument aussi qui m'a permis de découvrir les effets, les pédales, le chaînage entre tout type d'effets, comment un son passe dans une pédale puis dans un autre, par ricochet. J'aime bien comme ça créer des chaînages d'effets que je maîtrise pas complètement. Et ça m'a ouvert vers la synthèse sonore, vers les synthétiseurs, vers le modulaire. Donc je pianote un peu, mais voilà, complètement autodidacte. J'écris pas la musique. Je fais de la musique, je compose de la musique par le faire. C'est un son, c'est une première suite d'accords qui me donne les idées. Je construis comme ça petit à petit, mais je pars pas d'une idée précise. Je peux partir d'un concept, mais je pars pas d'une mélodie que j'ai en tête que je vais composer. C'est à quel moment que tu as commencé à incorporer et à mélanger des sons de la nature que tu enregistres toi-même dans tes productions de musique électronique ? J'étais étudiant dans les années 2000, j'ai fait le choix de faire que de la musique assez rapidement. Et puis, premier album en 2006. Et en 2013, je pars sur un bateau, réaliser mon rêve avec mes instruments et mes micros. Et puis je sors l'album 60 degrés 43 Nord. Donc c'est un album qui a été entièrement créé sur ce chalutier en plein Atlantique Nord. Et au retour, c'est un vrai tournant dans ma carrière. Et au retour, la tournée, signature chez Because Music, les choses se mettent vraiment en place. Et entre deux tournées, je commence à mixer, à faire des sets. Le DJing, voilà, c'est arrivé vraiment à cette période-là. Donc quand même pas mal d'années après les débuts. Je me considère pas comme DJ. Je suis producteur, compositeur de musique. Et puis je fais du DJing et j'y prends de plus en plus goût d'ailleurs. Lors de sets et notamment récemment au Rex où j'ai une résidence depuis quelques années, où j'ai fait un all night long, donc de minuit à 6h du mat. Et c'est assez génial comment on peut emmener comme ça le public dans différents territoires sonores et raconter une véritable histoire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce voyage, cette première expédition de pêche
au milieu de l'Atlantique Nord. Ouais, tout à fait. Je suis parti en 2013 donc sur le Joseph Roty 2, qui est un gros chalutier qui part pour des campagnes de pêche d'au moins 4-5 semaines. Donc on sait quand on part, on sait pas quand on revient. Je suis parti avec tous mes instruments. J'ai recréé un home studio entièrement dans une petite cabine sur ce bateau. J'ai aussi emmené tous mes micros avec le concept et l'idée de procéder à des enregistrements du réel, de cet environnement assez exceptionnel, et d'à partir de ces enregistrements, de ces sons que j'allais éditer, les notes de musique viendraient selon l'inspiration du moment, selon l'état de la mer, selon la météo. Et voilà, je suis parti donc en février 2013, en plein hiver. Le bateau pêche et navigue entre l'Écosse et l'Islande. C'est une mer assez ravageuse. On a essuyé plusieurs tempêtes, notamment une qui a donné naissance au titre Rockall, qui est un morceau de cet album. Donc l'album s'appelle 60 degrés 43 minutes nord. C'est la latitude la plus au nord à laquelle on est allé avec le bateau. Et la campagne a duré 34 jours. Donc j'ai pas vu la Terre pendant plus de 34 jours, pas d'escale. Et on est en immersion totale. Donc c'est une aventure humaine très forte. Les souvenirs restent encore gravés dans ma mémoire. Et une rencontre humaine aussi, parce que il y a un équipage, il y a un capitaine. C'est des gens avec lesquels je suis toujours en contact pour certains. Et le bateau a pris sa retraite là il y a quelques semaines d'ailleurs. Donc il arrête de pêcher et je suis en train de voir pour aller passer une dernière nuit à bord avant qu'il parte du port et qu'il soit vendu, voire déconstruit. Et cette aventure a été véritablement fondatrice pour moi. J'ai eu le sentiment, après ces 34 jours de mer, de vivre pleinement ce que j'avais dans un état dans lequel je me retrouvais entièrement en fait. J'étais à ma place, mais les musiques et aventures et vie en fait, j'ai touché du doigt mon truc, et du coup depuis 2013 je reproduis ce type d'aventure. Je suis parti quelques années plus tard sur la banquise, sur le cercle polaire, travailler sur le silence, puis j'ai fait un projet autour de la vague géante de Nazaré au Portugal, plus récemment sur le phare de Thévenec, un phare très particulier au large de la pointe du Raz en Bretagne. On écoute donc Rockall, c'est l'un des titres enregistrés sur le bateau. La musique, pour toi, c'est un prétexte au voyage ou c'est le contraire ? Non, moi, je suis pas un grand voyageur. J'aime pas beaucoup voyager. J'aime découvrir des pays, des cultures, mais de le faire en tournée avec la musique, ça me va très bien. De prendre un billet d'avion pour aller visiter une semaine une ville, ça m'intéresse pas trop. Donc, c'est plutôt l'aventure, l'exploration, aller voir des terres inconnues, des endroits, des environnements, comme je le disais, où les éléments, où la nature s'exprime dans toute sa puissance, dans toute sa virginité, pour l'enregistrer, pour la vivre. C'est ce qui m'intéresse. Donc il y a plutôt une dimension exploratoire dans mon travail. Alors il faut préciser aussi que tu fais des expérimentations qui consistent à jouer de la musique par la pensée. Tu peux nous expliquer le procédé, comment ça se passe ? Ouais, c'est vrai qu'en parallèle de ces explorations, de ces aventures sonores que je mets en place depuis une dizaine d'années, j'aime aussi me situer en tout cas au croisement de l'artistique et de la technologie. Donc j'aime bien, je suis curieux et excité de monter des projets qui mêlent art et technologie, que ça soit d'un point de vue visuel, d'un point de vue sonore, notamment
toutes les techniques qui permettent d'aborder l'immersion pour le public et pour, on va dire, partager ses expériences, ses aventures, ses voyages avec le public d'une manière originale. Donc c'est un travail qui m'occupe pas mal depuis quelques années. Et il y a 2 ans, on m'a contacté, une start-up m'a contacté pour travailler sur une nouvelle technologie qui mettait au point, qui permet de piloter, d'envoyer des ordres, on va dire un peu comme un clavier MIDI, avec le regard. C'est une technique qui se base sur l'utilisation d'un casque avec des capteurs EEG qui permettent de capter son activité cérébrale et notamment l'activité du cortex visuel pour envoyer des ordres. Ça m'a donné l'idée de créer un instrument unique qui se jouerait uniquement par la pensée et le regard. Donc comment ça marche? C'est assez simple et à la fois très compliqué. On regarde des cibles sur un écran, des sortes de notes ou des aspects du son pour jouer de cet instrument. Et cet instrument génère un son continu, et ce son continu est modifié, modulé de manière complètement sans coupure. C'est un instrument qui envoie tout le temps du son et qui est modifié par son activité cérébrale liée au capteur du casque que l'on a. Donc le son se crée en fonction de son état, en fonction de son état de détente, de son stress, de son humeur. Puis on joue après de cet instrument par le regard. J'ai fait une tournée avec cet instrument. Cet instrument s'appelle JIL, J-I-L, et c'est important pour moi de lui donner vie, de lui donner un prénom humain, un prénom non genré aussi. Mais voilà, c'est une véritable personne qui est pas facile à dompter. C'est un instrument qui a beaucoup de caractère et on essaye, quand on est sur scène, de collaborer de la manière la plus sûre et la plus créative possible avec Jill. C'était un moment assez excitant, tout ça. Bon, tu viens de sortir un nouvel album étonnant, mêlant finalement tes premières amours, c'est-à-dire le dub et la house filtrée de la fin des années 90. Oui, tout à fait. J'ai sorti mon dernier album en octobre dernier, qui s'appelle RE201, nom en référence au Space Echo de Roland, qui est un instrument très utilisé dans la musique jamaïcaine. Donc c'est un album qui mêle 2 influences majeures, la musique jamaïcaine et notamment le dub. Je pense à Lee Perry, King Tubby, Mad Professor, The Scientist. Des ingénieurs du son qui se sont élevés au rang d'artistes, en fait, en touchant des boutons, en mettant des effets, en créant un courant de musique qui allait révolutionner beaucoup de courants musicaux qui arriveront après. Le dub, c'est un peu l'ancêtre du remix. C'était les phases B, en fait, des chansons chantées de reggae dans les années fin 60, début 70. Et puis la phase B, c'était l'instru avec des envois d'effets sur la basse, sur les éléments de batterie, sur les voix. Donc moi, c'est une technique, en fait, qui m'a beaucoup marqué et que j'ai appliqué depuis le début dans ma manière de faire de la musique. Et puis la French Touch, c'est les artistes français, les Daft Punk, les Cassius, Étienne de Crécy. Ces artistes qui m'ont marqué dans les années 90. Et moi, je suis arrivé dans la lignée de ces artistes-là. Et j'avais envie de faire un album de studio aussi pour témoigner de mon amour pour le studio, pour les machines, pour le son. Donc c'est un album que j'ai voulu très collaboratif, d'une part avec ces chanteurs jamaïcains que je suis allé enregistrer à Kingston en Jamaïque en juin 2022, et puis aussi en collaborant avec Étienne de Crécy, avec DJ Falcon, avec Alex Goffer, avec Julien Delfaux, avec Hubert Boombas de Cassius,
voilà, des proches collaborateurs un peu légendaires de ce courant de la French Touch pour produire, mixer, masteriser cet album. On écoute un extrait du morceau Musique avec la voix légendaire du producteur et DJ jamaïcain Jah Thomas. Tu peux nous parler un peu plus de cet album ? C'est un album beaucoup plus solaire, beaucoup plus instinctif, plus simple d'accès, moins cérébral, pour célébrer la danse, le collectif. J'avais envie de ça, voilà, d'un véritable album de partage, pour emmagasiner plein d'énergie et sans doute pour mieux repartir pour une aventure solitaire prochainement. T'as déjà une idée de l'endroit que tu iras explorer pour ton prochain album ? Je suis déjà en train de travailler sur un prochain projet qui m'emmènera dans le fond des océans. Je veux travailler sur le son des abysses et notamment ce que Cousteau appelait le monde du silence. Donc je suis en train de mettre les premières balises, les premières bouées pour mener à bien ce projet. Tu seras à l'Olympia dans quelques semaines, le 7 février prochain. Comment on aborde un Olympia ? C'est pas rien. L'Olympia, ça s'aborde à la fois avec sérénité et confiance, parce qu'il y a des années de tournée, de concerts, de grandes scènes déjà, et à la fois c'est très particulier. Un Olympia, c'est un peu un accomplissement, même si je vois pas du tout ça comme une fin, mais en tout cas c'est un moment, voilà, c'est un moment important, je pense, dans une carrière. Je suis donc impatient, excité, confiant et à la fois un peu fébrile par moments quand je vois tous ces grands noms qui sont passés par là et de me dire que c'est à mon tour. J'ai surtout envie de savourer le moment, de le vivre pleinement au moment présent, de pas le rater. Donc je dirais que le grand mot, c'est quand même impatient. Là, on est à 1 mois. Puis j'espère que le public sera au rendez-vous. Donc voilà, hâte d'y être. Merci, Molécule. Un grand plaisir et rendez-vous le 7 février. Yes, on y sera. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.